Alors, aujourd'hui on va parler festival. Mes amis fêtards, c'est pour vous cette vidéo. Mais pas les festivals qui se passent bien, genre en France, je sais pas, on a Solidays, on a... Je fais pas de festival, j'ai que ce nom. Bon, vous voyez de quoi je parle. Vous connaissez au moins deux festivals qui se sont très mal passés à l'époque, à savoir Woodstock, enfin une édition de Woodstock qui est partie complètement en couille et qui est devenue du coup légendaire. Et aussi le Fire Festival, et oui, où des entrepreneurs se sont dit, mais mettons dans une pub des genre les top mannequins instagrammeuses du moment. Comme ça, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe, je veux y être. Alors les gens, ils sont allés et il y avait rien, c'était la merde. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre festival dont vous ignoriez l'existence. Le Soda Pop Festival. Alors Soda Pop Festival, c'est un nom très mignon, beaucoup trop mignon pour un festival qui a tourné au fiasco absolu. C'est simple, on a 250 000 personnes qui se sont retrouvées au milieu d'un marécage. Ils s'étaient coincés dans une épreuve de Fort Boyard, les mecs, quasiment sans aucune eau, évidemment sans nourriture, ce serait trop facile, avec bien sûr énormément de substances illicites, et ça a fini dans les flammes. Alors commençons par le début, comment ce truc là a vu le jour? Alors faut savoir que dans les années 70, c'est le moment où les festivals ça devient méga populaire. Les gens connaissaient quand même les tournées, mais les grands festivals qui regroupent des dizaines de milliers de personnes, c'est un truc assez nouveau. Bien entendu, vendre des dizaines de milliers de places pour un festival, ça rapporte de l'argent, sans compter sur place l'achat de nourriture, de boissons, de tout ça. Donc tout le monde rêve de devenir le nouveau promoteur de fou qui fait les meilleurs events et qui brasse un maximum d'argent. Maintenant que vous avez le contexte, je vais vous parler des deux héros de notre histoire, Tom Duncan et Bob Alexander. Ces deux entrepreneurs de l'Indiana qui se lancent eux aussi dans ce game des festivals. Et comme c'est nouveau pour eux, ils commencent tout en bas de l'échelle et ils se mettent à organiser non pas des festivals mais des concerts, donc l'étape d'en dessous, dans leur ville de cœur à Evansville. Alors bonne nouvelle, ou plutôt mauvaise vu ce qui se passera par la suite, mais leur affaire ça marche plutôt bien. Même s'ils ont aucune expérience dans ce milieu, ils finissent par trouver leur repère et ils veulent très rapidement, parce que c'est des tryharders, passer à l'étape supérieure, à savoir organiser un festival. Le nom de code du festival, Freedom Festival and Ice Cream Social. Bon, selon moi, c'est plus le nom d'une kermesse un peu claquée de l'école primaire de ton petit frère, mais eux, c'est le festival. Mais s'ils choisissent un nom aussi flingué, c'est parce que ça fait partie de leur stratégie. Vous l'avez pas vu venir celle-là. C'est pas juste des mecs qui ont du mauvais goût. Alors quelle est cette fameuse stratégie? J'y viens. C'est avoir l'air le plus clean possible pour que le maire baisse sa garde et les autorise à s'installer sur un terrain de baseball de la ville. Parce que oui, si t'appelles ça Rock and Drop Festival, le maire il dit frérot, tu dégages. Bon, quoi qu'il en soit, ça passe, le maire accepte et devinez quoi, il se fait pulvériser son terrain. Plus personne ne jouera jamais au baseball ici. L'événement ça a été le chaos absolu. Par contre les festivaliers ils ont adoré, c'était apparemment incroyable. Après ce fiasco, le maire évidemment se fait une promesse à lui-même, à savoir plus jamais de festival rock dans sa ville. Mais que se passe-t-il le lendemain de cet incident? Toc toc toc, ça frappe à la porte d'entrée du maire. Qui est-ce? Tom et Bob, en détente. Viennent-ils s'excuser des débordements de l'événement de la veille? Non. Ils viennent lui proposer d'héberger un festival encore plus grand et encore plus ambitieux, qu'ils appellent même une sorte de Woodstock 2.0. Le maire est à deux doigts de leur péter la gueule, mais il préfère leur dire cassez-vous. Dégagez de là. Malgré tout, ils se laissent pas abattre et ils mettent en place un nouveau plan. Mieux encadrer leur festival? Bien sûr que non. Trouver un nom encore plus mignon. Je vous présente donc le Soda Pop Festival qui aura lieu sur un circuit automobile, stylé, juste en dehors d'Evansville, là où donc le maire n'aura pas son mot à dire. Alors maintenant qu'ils ont un lieu et l'autorisation du propriétaire du circuit, ils se mettent à enchaîner les contrats pour tout organiser. Et écoutez, ils sont méga doués parce qu'ils réussissent à obtenir la signature de plus de 30 groupes, dont... Ils organisent toute la logistique, ils commencent à faire des travaux sur le circuit pour installer des stands et ils font même de la pub dans un très célèbre magazine, Rolling Stone. Du coup, forcément, contrairement à leur premier festival, là, ils ont visé beaucoup plus haut, ils commencent à atteindre leurs objectifs et donc, ce nouveau festival fait beaucoup de bruit. Tout le monde entend parler du Soda Pop Festival à tel point qu'en seulement quelques jours, il y a 10 000 personnes qui précommandent leur place. Ce qui est énorme étant donné que l'objectif de Tom et Bob, c'est de réunir 50 000 personnes sur place. Mais monsieur le maire, qui s'est fait déglinguer son terrain de baseball, lui, il a toujours le seum. Et surtout, il a un nouveau but dans sa vie, fumer Tom et Bob. Il entend parler du Soda Pop Festival et immédiatement, il arrive à convaincre la justice que ce festival pose un problème de sécurité. Et en vrai, on peut pas lui en vouloir puisqu'il a pas tort. Mais il s'arrête pas là, il contacte aussi tous les maires des régions aux alentours pour leur dire de ne surtout pas accueillir ce festival chez eux. En un claquement de doigts, Tom et Bob se font virer du circuit automobile et ils sont désormais blacklistés dans toute la région de l'Indiana. Fallait pas le faire chier ce maire. Alors est-ce qu'ils sont démoralisés et est-ce qu'ils vont arrêter? C'est tout l'inverse, ils trouvent ça trop stylé. Eux ils y voient l'occasion de hyper encore plus l'event. Tout le monde en parle dans la presse, tout le monde en parle à la radio et les ventes continuent de monter en flèche. C'est trop tard pour faire marche arrière, sauf qu'à l'heure actuelle ils ont même pas un lieu pour faire leur foutu festival. Alors comment faire? Comment sortir d'une situation aussi merdique? Eh ben ils se creusent la tête et finissent par trouver un nouveau plan parfait. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Sealand?
Sinon, allez tout de suite voir cette vidéo. Je vous donne des devoirs maintenant. En gros, c'est un mec qui avait joué sur les territoires et qui avait réussi à créer son pays juste en dehors des eaux territoriales anglaises. Et ben Tom et Bob, ils vont faire exactement la même chose. Bienvenue à Bull Island. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un îlot coincé entre deux rivières et qui devrait normalement appartenir à l'Indiana, mais qui appartient officiellement à l'état voisin, l'Illinois. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça veut dire que messieurs les maires ne peuvent rien faire, puisque oui, Tom et Bob sont blacklistés dans l'Indiana, mais pas dans l'Illinois. En revanche, point faible, c'est que l'îlot là, c'est de la grosse merde. C'est vraiment un marécage ignoble, tellement ignoble que plus personne ne le calculait depuis des décennies. Carrément, l'Indiana, ils ont laissé le truc à l'Illinois. C'est vous dire que ça vaut rien du tout. Mais Tom et Bob se disent, ça fera l'affaire. Je pense qu'ils se disent surtout, on n'a pas le choix. Les préparatifs continuent, mais continuent en secret. Ils veulent rester sous le radar pour que personne soit au courant du truc, histoire de pas alerter le maire là qui leur en veut à cause de son terrain et les autorités. Le plan est le suivant. L'adresse va être rendue publique la veille du festival, à savoir le vendredi matin. Et les autorités de l'Illinois n'auront donc jamais le temps d'interdire légalement le festival. Toute la combine repose entièrement sur ça. Et là les gars, c'est l'exode massif. C'est des dizaines de milliers de personnes qui se déplacent le même jour pour aller au même endroit. Il y a des embouteillages infinis sur toutes les autoroutes environnantes, à tel point que tous les festivaliers sortent de leur caisse, qui est coincée dans les bouchons, et finissent le trajet à pied. On se parle de plusieurs kilomètres et pour certains plusieurs dizaines de kilomètres. Le festival a même pas commencé, c'est déjà la giga merde. On est samedi matin. Les festivaliers arrivent sur place et directement énorme clim puisqu'ils découvrent que le site est vide. La scène est toute petite, les techniciens galèrent à mettre en place le matériel et il n'y a pas du tout les installations qu'un festival de cette ampleur devrait avoir. Il y a quelques camions, quasiment aucun stand, c'est juste un marais avec de la boue et des gens remplis d'espoir. Mais les gars, c'est les années 70, vous inquiétez pas, les gens, c'est des aventuriers à l'époque, ils sont roots. Tout le monde monte sa petite tente et l'endroit devient rapidement la plaque tournante de la drogue aux États-Unis, puisqu'un marché noir de la drogue naît en plein milieu des tentes, sobrement nommé l'avenue d'Alice au pays des merveilles. Ah, je vous ai dit, ils veulent en découdre les gens là. Alors que fait la police? C'est la question qu'on se pose. Rien du tout. C'est pas qu'ils ont la flemme ou qu'ils veulent pas intervenir, c'est qu'on est au milieu de nulle part. Et que, au milieu de ce nulle part, la police, c'est 3 personnes. 3 officiers chargés en temps normal de surveiller l'île et qui, au vu de ce qui est arrivé sur l'île, ont pris congé. Tiens donc, ils ne travailleront pas ce week-end-là cette année. Du coup, les festivaliers, ils ont zéro limite et ils font comme chez eux. Ça allume des feux de camp un peu partout. Il y en a qui se mettent à poil et qui vont nager dans les rivières là autour de l'île. Ça se bourre la gueule dans tous les sens. Ça devient une espèce de colonie géante avec aucune limite. Malgré tout, après une attente interminable, les enceintes de la scène s'allument enfin et un concert commence. Plus personne n'y croyait et pourtant, le premier type qui se pointe, c'est un célèbre joueur de blues, Albert King, et ça fait rêver les gens. Alors on peut dire que ça y est, tout va rentrer dans l'ordre et que finalement ça va bien se passer, ils ont de la chance, mais non, ce n'est que le début des ennuis. Après quelques heures à planer en écoutant du blues, les gens ont la dalle, la fonce dalle je pense pour beaucoup. Tom et Bob ont tout prévu, il y a un vendeur de hot dog. Je sais pas combien de saucisses il a mis entre 2 tranches de pain le type ce jour-là, mais ça devait être colossal. En plus d'avoir la dalle, les gens sont déshydratés, et oui, ils dansent, ils s'amusent, ils transpirent, ils ont soif. Et ben sachez qu'au Soda Pop Festival, si vous avez soif, il va falloir faire la queue pendant 3 heures pour accéder à l'une des 4 seules fontaines du festival. Oui, 4 fontaines pour 50 000 personnes. Un autre besoin primaire, à part la nourriture, c'est aller aux toilettes. Évidemment, il faut évacuer tout ça, tout ce qu'on mange et qu'on boit. Il y en a 6. Voilà, au lieu des 400 qui étaient initialement prévus. Par contre, si c'est vraiment une envie pressante, vous pouvez toujours aller dans l'une des tranchées créées spécialement pour l'occasion. C'est un scandale absolu, mais pour leur défense, Tom et Bob ont fait ce qu'ils pouvaient, sachant qu'ils n'avaient pas prévu de se faire dégager du circuit automobile, où pour le coup, il y avait tout ce qu'il fallait en termes d'eau, de stand et de toilettes. Donc faute de temps, et surtout faute de moyens, avec la pression financière, ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire avec que dalle. Mais ce n'est pas le seul souci du Soda Pop Festival, oh non! Alors gérer 50 000 personnes, c'est l'enfer. Sauf qu'en fait, il n'y a pas 50 000 personnes sur place, puisque, souvenez-vous, le festival a eu une hype monumentale. Du coup, c'est une horde de 250 000 festivaliers qui s'est réunie à Bull Island. Face à ce chaos, à cette horde humaine indomptable, les bénévoles du festival abandonnent leur poste. Ils préfèrent aller se bourrer la gueule. Tom et Bob sont débordés, en apprenant ça, ils réagissent d'une manière un peu chelou. Ils annoncent que le festival est désormais gratuit. Mais frérot, ils veulent c'est quoi leur but? C'est s'occuper d'1 million de personnes? C'est quoi là? Côté artiste, où est-ce qu'on en est? Eh ben la situation évidemment leur plaît pas du tout. Déjà, le lieu est à chier, mais en plus à tout moment ça risque de partir dans une méga émeute qui potentiellement fait des morts. Donc les annulations commencent à pleuvoir. Il y a aussi des groupes qui s'en foutent un peu de la sécurité mais qui disent eh frérot, tu m'as payé pour jouer devant 50 000 personnes, mais là il y a 250 000 personnes, donc tu vas tripler mon cachet. Tom et Bob évidemment veulent pas, donc il y a encore plus de groupes qui se désistent. Alors ce qui sauve Tom et Bob, c'est qu'on est encore une fois dans les années 70. Et il y a
des groupes assez fous pour venir malgré tout assurer le show en se disant c'est cool, c'est bien le bordel là-bas, j'ai envie d'aller exciter les gens. Donc la foule est globalement contente, il y a du bon son, il y a des groupes cool qui passent, l'ambiance est méga roots, ça colle avec la mentalité de l'époque, c'est l'aventure, mais on est samedi, et c'est le dimanche, évidemment, que tout va basculer. Déjà, les gens ont vraiment besoin, là, d'aller aux toilettes. Ouais, ça fait 48 heures qu'ils sont sur place, donc ils commencent à faire leurs besoins partout. Et pour rien arranger, ce jour-là, la météo est désastreuse, il pleut à torrent. Donc le terrain tout entier se transforme en un marécage dégueulasse, où excréments et boue ne font plus qu'un. Quel plaisir! Et truc beaucoup moins drôle, les dealers commencent à refourguer aux gens tout et n'importe quoi. C'est déjà très dangereux de prendre de la drogue, je précise, on est dans les 70s, je pars du principe que tout le monde sait, mais les gars, ça n'a rien de cool et de stylé de prendre de la drogue et c'est dangereux, je suis obligé de vous le rappeler, hein, mais là, ce que les gens prennent, c'est encore pire que la drogue de base. Pourquoi? Parce que les dealers commencent à mélanger leur drogue avec d'autres trucs comme de la javel. Du coup, que se passe-t-il? Eh ben, il y a plein de gens qui font des overdoses ou qui finissent empoisonnés. Donc la minuscule équipe de médecins qui est sur place est débordée. À partir de là, vous l'avez compris, on bascule donc dans un truc bien plus sombre. Mais alors qu'en est-il du héros de notre festival? Ce fameux vendeur de hot dog là. Alors déjà il a du mal à tenir la cadence et puis surtout il aura pas assez de stock pour nourrir 250 000 festivaliers. Mais en plus de ça, que fait-il? Il monte ses prix. Et oui, il est pas con, il comprend que ces hot dogs ça devient une denrée rare et très convoitée. Et il monte les prix et maintenant le hot dog coûte 10 $. Alors 10 $ à l'époque, aujourd'hui c'est 50 balles pour un hot dog probablement ignoble qui plus est. Alors que font les gens face à ce move? Ben ils deviennent fous et ça part en révolution. Il y a un groupe de 200 personnes qui se rassemblent autour du camion du mec. Tout le monde se rue sur la moindre calorie comme un zombie, pendant que les pauvres cuistots terrorisés se planquent dans un placard. Pour vous donner une idée d'à quel point les gens ont la dalle, il y a un petit groupe de festivaliers qui est passé en mode survie et qui est allé chasser une vache dans l'enclos d'un mec. Sauf que cette vache, ils l'ont pas mangée puisqu'une fois qu'ils l'ont butée, ils avaient rien pour la dépecer, puis même ils savaient pas comment s'y prendre. Donc on a maintenant une vache morte en plein milieu du Soda Pop Festival, entourée d'une horde de mecs qui ont la dalle mais qui savent pas comment faire pour la manger. On en est là, on est de retour à la préhistoire. On est donc dans une situation terrible, sauf que jusque là, il y avait toujours des gens qui passaient sur scène et qui donc occupaient les festivaliers. Mais là on arrive au moment où il y a tellement de groupes qui ont annulé que sur scène, il se passe plus rien. Et un festival de musique sans musique, ça énerve les gens. Et que font les gens énervés? Eh ben ils brûlent des trucs. Et ouais, je savais pas, mais ils brûlent des trucs. Tous les camions y passent un par un. Alors, petite anecdote, faut savoir que dans certains camions, des fois, il y a des bonbonnes de gaz, donc quand ils foutent le feu, ça explose très fort. Et les gens sont très contents, ils se mettent à danser autour du camion. Je vous l'ai dit, c'est le retour à la préhistoire, là. On découvre le fait de manger un animal, on découvre le feu. On est lundi matin. Et là, miracle, un bon nombre de festivaliers reviennent à la raison. Ils sont en pleine descente, ils se rendent compte enfin de la situation de merde dans laquelle ils sont, et ils décident de mettre les voiles. Mais le calvaire ne s'arrête pas là, puisqu'ils découvrent en rejoignant leur voiture qu'elles ont été pillées. Oui, elles ont soit été pillées, soit été volées, soit embarquées par la fourrière. Il y a donc des milliers de hippies qui se retrouvent à pied sur l'autoroute sans aucun moyen de transport, puisque leur voiture a disparu. Les rares voitures fonctionnelles sont prises d'assaut, avec parfois à bord plus de 15 personnes, dont certaines accrochées sur le toit. On est donc sur une scène de guerre assez ouf, où les flics sont complètement désarmés face à des zombies déshydratés qui veulent à tout prix rentrer chez eux. Mais ce n'est pas la fin du Soda Pop pour autant, messieurs dames. Et oui, il reste un groupe de méga puristes, de festivaliers qui croient jusqu'au bout à la venue de leur groupe de rock préféré. Ces gens-là, qui sont plusieurs milliers, vont donc rester comme des cons à attendre devant la scène, au milieu de la boue, à attendre on sait pas quoi, mais à attendre, ça c'est sûr, jusqu'à mardi matin. C'est sûr, c'est le groupe de mecs qui avait pris les trucs à la javel là. Alors vous vous en doutez, ils vont pas envoyer un mail au SAV pour se plaindre, ils vont monter sur scène et tout péter. Voilà, tout ce qui restait de pas détruit, ils vont le péter. Et c'est à ce moment-là qu'enfin, c'en est trop pour Tom et Bob qui décident de se casser de leur propre festival en panique à bord d'un hélicoptère. Allez hop, c'est plus leur problème. Et c'est ce moment-là qui marque officiellement la fin du Soda Pop Festival. Le propriétaire du terrain, lui, découvre la catastrophe qui a eu lieu sur son île. Son île est tellement niquée que le mec décide pas de nettoyer tout ça, il passe à l'étape supérieure, il ramène des bulldozers pour raser l'île et pour enterrer toute la merde qu'il a récupérée. Donc si jamais vous passez vos vacances à Bull Island, bon déjà pas de chance parce que c'est vraiment un endroit merdique, mais profitez-en pour creuser. Avec un peu de chance, vous risqueriez de découvrir des vestiges du Soda Pop Festival. Conclusion, si on fait les comptes de ce merdier, qu'est-ce que ça donne? Un fiasco généralisé, 2 organisateurs en freestyle complet, et malheureusement, 2 morts. Je voulais pas gâcher l'ambiance avant, mais malheureusement il y a un mec qui a voulu frauder et venir sans billet, donc il a tenté la passe à la nage jusqu'à l'îlot, il s'est noyé, et il y en a un autre qui a fait une overdose. Mais en vrai, avec du recul, ça aurait pu être
tellement pire. 250 000 personnes dans un marais isolé, sans bouffe, sans eau, tous drogués, livrés à eux-mêmes, sans flics. Franchement, juste 2 morts, c'est une performance de survie collective quoi. Ces festivaliers, faut les envoyer à Koh-Lanta, c'est incroyable. Alors nous on se dit ça, mais la justice, elle pulvérise Tom et Bob. Ils se prennent plusieurs dizaines de millions de dollars d'amende pour les dégâts causés et les risques encourus, mais ils vont avoir de la chance puisqu'ils sont évidemment insolvables, et donc la justice peut pas vraiment faire grand chose si ce n'est leur expliquer qu'ils ont vraiment fait de la merde. Alors que deviennent Tom et Bob après tout ça? Eh ben écoutez, ils ont 2 parcours très différents. Bob lui, il va continuer de travailler dans le divertissement et il va même plutôt bien s'en sortir. Et de son côté, Tom lui, il va faire un 180 degrés et il va déclarer que organiser des concerts ou des festivals de rock, c'est complètement immoral et qu'il fera plus jamais ça de sa vie. Moi j'avoue, c'est mon pire cauchemar, le Soda Pop Festival, me retrouver au milieu de centaines de milliers de gens avec aucun encadrement, même pas de policiers ou d'agents de sécurité qui font un peu régner l'ordre pour être sûr que tout va bien. C'est mon cauchemar les gars. Mais pour les gens roots et aventuriers qui étaient la majorité des gens pendant les années 70, et ben c'était une dinguerie. Alors avant de vous laisser, sachez que 40 ans après, Bob est ultra chaud d'organiser de nouveau un festival au même endroit. Voilà, je vous donne l'info, mais à mon avis, faut éviter. Voilà, bon, moi j'y serai pas. Ma petite reco, c'est éviter. J'espère que cette vidéo histoire vous a plu. Je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on connaît Woodstock, on connaît Fire Festival, mais celui-là, on le connaissait pas. Merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve très vite dans le prochaine, et peut-être en festival. Bien mieux organisé que celui-là. Sinon, j'y serai pas, de toute façon. Bon nouvel an. Je crois que c'est bientôt le nouvel an. Kiffez bien, régalez-vous. Je vous dis pas bonne année, mais passez un bon moment et bonnes vacances en tout cas. Ciao tout le monde.